Bonjour Johan Samoui Bonjour Philippe. et merci de répondre aux questions du magazine Ouvango. Un peu de présentation d'abord, hein. Vous êtes le cofondateur de la société iConsulting depuis un peu moins d'un an. Alors, la société existe en réalité depuis plus de 2 ans. Je suis un des associés fondateurs, effectivement, mais vu que j'avais des fonctions à l'époque encore sur Carrefourly, on était en pleine phase de revente. Donc, je n'ai intégré la société qu'en opérationnel il y a un peu moins d'1 an aujourd'hui, en fait. Voilà. Et quelle finalité iConsulting? Bah, le consulting, je suis revenu un petit peu à ce que j'avais fait avant Carrefourly, hein, c'est du conseil en fait. Et aujourd'hui, on est trois associés qui avons la volonté en fait d'accompagner les entreprises locales, je dirais, ou même nationales. Hein, d'ailleurs, on ne s'interdit rien aujourd'hui dans l'amélioration de leur performance. Donc, on a effectivement trois profils différents et on accompagne vraiment les sociétés dans le fait de passer d'un point A à un point B, améliorer la façon dont elles vendent, la façon dont elles innovent, la façon dont elles gèrent opérationnellement effectivement leur processus, et on essaye d'y mettre effectivement un petit peu tout ce qu'on a acquis comme expérience, et moi notamment toute l'expérience que j'ai pu acquérir sur mon expérience chez Carrefourly. Donc on accompagne aussi aujourd'hui des porteurs de projets, des jeunes pousses, des jeunes startups qui aujourd'hui ont besoin effectivement de passer d'un point A à un point B en fait. Le numérique est fondamental dans ce type de démarche. Tout à fait, tout à fait. Alors la plupart du temps, on s'appuie sur le numérique, c'est pas tout, bien évidemment, parce qu'il y a quand même des hommes derrière, et je dirais que le nerf de la guerre dans toute transformation digitale, ça reste les hommes en fait, hein, puisque c'est aussi les hommes qui soutiennent en fait, hein, la technologie. S'il n'y a pas d'hommes derrière, ça fonctionne pas. Mais je dirais qu'on essaye d'utiliser la technologie à bon escient, c'est-à-dire de se dire que voilà, tout ce qui est tâches répétitives, tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée, l'objectif justement, c'est de décharger les entrepreneurs et les organisations de ces tâches à faible valeur ajoutée et de pouvoir les faire gagner en productivité dans le but ultime d'améliorer la satisfaction client derrière et bien évidemment l'équilibre économique de la structure en fait. Vous y avez fait allusion, mais c'est surtout donc en tant qu'ancien cofondateur et dirigeant de Carrefourly que nous assemblons donc de vous entendre, tant il est vrai que l'automobile et les mobilités en Outre-mer sont au cœur de l'ADN d'Ouvango également. Et celle de Carrefourly reposait justement sur la voiture individuelle, la voiture personnelle et son utilisation dans le cadre collaboratif, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'était ça en fait, hein. C'est né de. On n'avait pas, on connaissait rien en fait, hein, à l'époque à ce secteur, hein. C'est arrivé de façon totalement fortuite en fait. C'est mon associé de l'époque, donc Satyam Dorville, qui travaillait au Crédit Lyonnais et qui a un de ses collègues qui vient le voir un soir en lui disant bah, tiens, il était moitié polonais, moitié martiniquais, donc ça s'invente pas. Et il lui dit voilà, je fais mon premier voyage en Martinique, c'était au mois de janvier ou février je crois, et il vient le voir vers décembre en lui disant bah, tiens, je commence à en regarder et j'ai déjà pris mon billet, j'ai pris l'hôtel. Par contre, pour la voiture, c'est une galère parce que soit quand j'appelle, il n'y a plus rien, soit c'est extrêmement cher. Donc il dit toi qui as tes parents qui vivent là-bas, est-ce que tu n'as pas un bon plan à me proposer? Donc nous, comme à chaque fois qu'on rentrait, on récupérait les voitures des parents et qu'on n'achetait pas, on louait pas de véhicule. Donc Satya me dit bon, je vais regarder ce que je peux faire, si je connais des contacts, etc. Et puis je te redis ça. Donc il revient le voir le lendemain en disant bah, alors qu'est-ce que tu as trouvé et tout. Et en rigolant, Satya me dit bah, t'as qu'à louer la voiture de ma mère, elle est garée là, elle s'en sert jamais pendant les vacances. Et vu qu'on avait une société de conseil ensemble à ce moment-là, donc on déjeunait régulièrement ensemble, puis à midi il vient me voir, il me dit mais en fait voilà ce qui s'est passé avec mon collègue. Il me dit mais en fait typiquement je pense que vu le nombre de véhicules qu'on a sur l'île et vu le nombre de touristes, c'est peut-être pas bête en fait de voir quelle est la capacité de pouvoir vraiment louer des voitures de particuliers. Et en fait toute l'histoire a commencé comme ça, donc on a commencé vraiment à creuser tout ça et à voir qu'il y avait vraiment du potentiel en fait. Mais c'est l'idée de départ, mais qui avait vraiment du potentiel. À quel moment vous vous rendez compte que entre l'idée et la réalité, c'est effectivement quelque chose de viable? Alors, on était très à ce moment-là start-up, c'est-à-dire qu'on baignait vraiment dans l'univers start-up, dans l'écosystème start-up, donc on écumait vraiment plein d'événements à Paris, on apprenait des méthodologies qui nous permettaient de monter, effectivement, et on a vraiment appliqué ça, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à se dire, voilà, premièrement, on a vérifié est-ce que ça existait déjà, donc on a découvert qu'il y avait un acteur à l'époque qui s'appelait Voiture Libre, qui est devenu après Drivey, et qui s'est fait racheter par le numéro 1 mondial il y a 2 ans à peu près, qui s'appelle Getaround. Et Drivey, donc voiture libre, débutait à l'époque. Donc on s'est dit, bah, tiens, déjà, ça existe et c'est légal de louer des voitures de particulier à particulier. Donc on a vu un peu comment ça fonctionnait chez eux, ils étaient encore un peu confidentiels, on a vu qu'il fallait une assurance, etc. Et puis ensuite on s'est dit, voilà, maintenant ça ne signifie pas, parce qu'eux ils étaient très urbains, donc c'était très Paris, Lyon, etc. J'ai besoin d'une voiture pour aller faire mes courses ou aller acheter des meubles ou autre en banlieue, et comme je n'ai pas de voiture, j'ai besoin d'une voiture d'appoint.
Maintenant, nous, on est sur un territoire touristique et on sait bien qu'en termes de tourisme, c'est différent. Les gens viennent pour une plus longue durée. Le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé parce qu'on fait un voyage en famille, donc c'est le voyage souvent de l'année, donc on s'attend à ce que la voiture soit là, de bonne qualité, etc. Donc on a commencé à creuser tout ça. Donc ce qu'on a fait étant à Paris à l'époque, on a écumé les salons comme le salon du tourisme, la foire de Paris, où on allait en fait voir des gens qui allaient sur les stands du comité martiniquais du tourisme ou du comité des îles de Guadeloupe. En fait, on était limite un peu caché dans un coin, on regardait un peu les gens, et quand ils quittaient le stand, on courait, on allait les voir en disant, ben voilà, vous êtes venus, ça veut dire, est-ce que vous prévoyez d'aller sur les îles de Guadeloupe ou en Martinique? Eh ben oui, effectivement, et on posait des questions. Est-ce que vous avez déjà voyagé? Est-ce que vous voyagez souvent? Est-ce que vous avez déjà regardé? Et en fait, chaque personne nous disait, soit que ils ont regardé sur des forums ou autres et qu'ils se sont rendus compte que déjà, de facto, il y a besoin d'un véhicule parce que sinon, ils ne peuvent pas visiter l'île. Donc, ils savaient déjà qu'il y avait un besoin de location qui était quasiment nécessaire. Et puis, derrière, ils disaient mais que dans les avis, on leur disait, prenez-y vos taux. Voilà, parce qu'il y a pénurie, parce que ça coûte cher, etc., etc. Donc, en posant toutes ces questions, à la fin, on leur disait, mais et si demain, on vous proposait de louer un véhicule de particulier? En fait, ils nous disaient, mais ça peut être intéressant, mais il faut qu'on soit sûr que la voiture soit fiable, il faut qu'on ait une assurance, il faut qu'on soit sûr que le propriétaire est bien à l'arrivée, et puis il faut aussi qu'on ait un intérêt financier à passer par un particulier plutôt que par une grosse enseigne, avec du service et tout. Donc on a coché un petit peu les cases, donc on a fait à peu près 50 à 60 interviews comme ça. Et ça a duré combien de temps tout ça? Ça a duré peut-être un mois à peu près, un mois où on allait vraiment sur les salons, on regardait, on posait des questions aussi à notre entourage, etc. Et puis derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi validé qu'il y avait des propriétaires qui étaient prêts à nous donner des voitures. Parce et ça, c'était peut-être moins évident, non? Alors ça, c'était moins évident. Alors, tout le monde nous disait, mais jamais le Martiniquais, le Guadeloupéen ne va vous laisser le rapport qu'il a avec sa voiture. Ouais. Donc, premièrement, on a déconstruit un peu ça, parce que quand on va, par exemple, sur les sites de petites annonces, on voit qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui louent de façon un peu marron, un peu illégale, en fait, leur véhicule. Soit parce qu'ils ont un petit gîte, etc. Donc, on s'est dit, déjà, ça, c'est un vivier. Des gens qui le font de façon illégale et qu'on va sensibiliser sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un risque même pénal de louer son véhicule, puisque c'est exclu de tous les contrats d'assurance. Donc, le faire comme ça peut paraître... voilà, un petit gagne-pain, etc. Mais demain, vous avez un accident avec quelqu'un où il y a un sinistre corporel et la personne dit « j'ai loué la voiture dans les mains de M. Ludon », par exemple, on va dire « ok, mais est-ce que M. Ludon, il a un agrément? Est-ce qu'il a une assurance flotte? Est-ce que sa voiture lui permet de couvrir effectivement cet usage commercial? » Non. Donc à ce moment-là, vous êtes hors du champ d'application du contrat d'assurance et l'assureur peut se retourner contre vous. Et quand on sait qu'un sinistre corporel peut aller chercher en indemnisation dans les millions, l'assurance vous dira la facture, elle est pour vous. Alors, si vous ne pouvez pas payer, vous allez au pénal. Alors cela suppose que vous êtes passé par justement des assurances. Je crois que c'est GFA Caraïbes sans faire de publicité. Mais comment vous avez réussi à les convaincre? C'était compliqué, c'était compliqué. Alors déjà, on a fait les premières, on a mis un peu d'argent sur du Facebook Ads, donc ce qui nous a permis d'avoir, on avait mis, je crois, 50 €, et l'annonce disait, vous êtes propriétaire d'un véhicule en Guadeloupe ou en Martinique, vous voulez le louer en toute sécurité, remplissez le formulaire. Et on a eu à peu près une quinzaine de personnes qui se sont inscrites. Donc on s'est dit, déjà, là, il y a quand même 15 voitures qu'on peut louer. Donc c'est déjà un début, etc. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas commencer si on n'a pas une assurance? Donc on est allé voir des courtiers, donc on est allé voir WAB Assurance à l'époque, et pour la petite histoire, en fait, Drivey, donc Voiture Libre, qui était le numéro 1, le leader à l'époque, ils nous ont confié que quelques semaines, voire quelques mois avant, ils avaient fait la démarche de venir les voir pour s'implanter aux Antilles, et qui n'avaient pas réussi en fait à décrocher le contrat d'assurance qui leur permettrait d'exécuter la prestation aux Antilles. Donc nous, on a vraiment fait le forcing à coup de réseau, à coup de voilà, on connaît, on est locaux, etc., etc. Et en fait, c'est ce qui a payé. Ce sont des arguments qui ont fonctionné, c'est-à-dire que vous étiez du territoire. On connaît le marché, on est là, on est natif, on a cet ADN, on veut mettre des choses en place, etc. Donc avec toute la naïveté qu'on pouvait avoir à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, 10 ans après, quasiment, on se dit, on n'aurait peut-être pas fonctionné comme ça, mais on y est vraiment allé au culot, en fait. On a vraiment écumé toutes les boîtes, on a fait le nécessaire et on a vraiment construit notre dossier. Et GFA nous a dit, WAB Assurance via GFA nous a dit, ok, Banco, on veut bien vous accompagner. Donc, on a démarré comme ça avec un contrat d'assurance, qui n'était pas le contrat du siècle parce qu'on n'était pas très gagnant en termes de conditions, mais au moins on s'est dit que c'est un point de départ. L'argent, c'est un point de départ. On peut au moins vérifier la capacité qu'on a de faire le matching entre une personne qui a un besoin de location de voiture et un particulier qui veut louer son véhicule. Mais dites-moi, cet exemple-là déconstruit un peu l'idée qu'on se fait à partir du moment où ce sont des initiatives qui viennent localement, ça ne va pas marcher, des choses comme ça?
Effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui j'accompagne pas mal de porteurs de projets, notamment sur iConsulting, mais sur Martinique Tech, dont j'ai été président pendant un moment. Et en fait, c'est ce que je leur dis. En fait, je leur dis, souvent en fait, on se met des barrières. Et à partir du moment où on se met dans la tête en fait que c'est possible et qu'on y va au culot et qu'on est surtout bon dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que derrière il suffit pas d'y aller avec le culot, il faut surtout préparer son dossier, il faut surtout savoir un petit peu que va rechercher l'assurance, quelles sont les garanties qu'ils veulent, etc. Et essayer de travailler en ce sens. Et je pense qu'on avait nous un bon dossier, on a travaillé, retravaillé le dossier et on a réussi effectivement à décrocher. Donc je pense que c'est possible et on a ouvert un petit peu en ce sens la voie aussi à d'autres, comme par exemple les levées de fonds qu'on a pu faire où on nous disait que c'est pas possible de faire des levées de fonds en étant effectivement à distance. Et pourtant, on a levé quasiment 1 million d'euros sur la structure en 8 ans, en fait. Avec Impact Partner. Avec Impact Partner et puis aussi en crowdfunding. Donc, on a eu 35 actionnaires locaux qui se sont mobilisés, des propriétaires Carrefourly à l'époque, qui se sont dit moi, je vais vous mettre un ticket dessus parce que j'y crois. On a eu Ronny Turiaf, basketteur ex-basketteur NBA. On a eu un monsieur qui est un jeune qui est trader à Hong Kong, qui est un jeune Martiniquais qui nous dit moi j'ai l'habitude d'investir dans des startups mais je veux investir chez vous parce que c'est investir dans une startup de mon pays, etc. Donc on a joué aussi sur cette fibre là en fait et on a vraiment réussi à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir réaliser en fait. Et on peut en trouver, apparemment, vous démontrez de cette manière-là qu'effectivement, on a pas mal de ressortissants qui sont à l'étranger et qui ont une bonne situation, des choses comme ça, ou une certaine aura, et ils peuvent justement contribuer à ce développement. Ils sont demandeurs, ils sont moteurs effectivement de ça. La problématique, c'est qu'ils ne trouvent pas forcément, ils n'ont pas de visibilité sur les projets, donc c'est aussi ce qu'on s'est attaché à faire à travers l'association Martinique Tech ou d'autres, pour leur dire, voilà, même si vous ne rentrez pas au pays, même si vous n'investissez pas tout de suite, mais vous pouvez aider, soit avec du réseau, soit avec de l'expertise, soit avec un peu de cash, effectivement. Donc il y a tout ça, effectivement, qui participe. Et puis on a eu aussi la chance d'être accompagné par d'autres structures, par exemple le groupe Créo, par le biais de M. Patrick Fabre, par exemple, qu'on avait rencontré lors d'une journée Outre-mer Développement 3 ans avant, qui nous a dit, mais on était jury avec lui d'un pitch startup, dans lequel il y avait Boudoum à l'époque, et il nous dit, moi je vous aime bien, je trouve que vous êtes bien et tout. Si demain vous rentrez au pays et que vous voulez faire quelque chose, voilà ma carte, n'hésitez pas, appelez-moi. Et 3 ans après, on s'est dit, on a sa carte, on va tester quand même, on n'a rien à perdre. On lui a envoyé un premier mail, un deuxième mail, et puis un beau jour, il nous a répondu en disant, les gars, je me souviens de vous, venez, on va déjeuner ensemble. Et en fait, ça a été le premier investisseur de Carrefourly. Et il n'a pas mis que de l'argent dans Carrefourly, il nous a aussi accompagnés en nous disant, voilà, au début, je vous ouvre mon service comptable, je vous donne accès à ma directrice administrative et financière, je vous aide dans les premiers temps, vous avez besoin de recruter des clients plutôt que de l'argent, moi j'ai les leader price et je vous mets effectivement la possibilité d'avoir des stands devant pour expliquer votre concept, pour parler aux gens, etc. Et nos premiers recrutements effectivement de propriétaires sur le terrain se sont faits devant les magasins effectivement du groupe et il nous a donné cet accès. Donc c'est pour ça aussi que je dis aux gens, l'argent c'est quelque chose, mais on n'a pas des fois besoin d'argent en fait. Il faut réfléchir à ce dont on a besoin, qu'est-ce que l'argent va me permettre de faire, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution d'arriver à avoir ça sans avoir à demander de l'argent ou des subventions ou des choses comme ça. Et l'effet réseau, en l'occurrence, ça a joué à plein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis c'est quelqu'un aussi qui nous a aidé à un moment où on a été fermé, parce qu'on a été fermé pendant 8 mois. À un moment, alors ça n'a pas été facile, Carrefourly, parce qu'on est arrivé à un moment où... Pour quelle raison? Alors il y a 8 ans, quand on est arrivé... il n'y avait pas beaucoup de startups en fait, donc des projets innovants, que ce soit au niveau de l'assurance, que ce soit au niveau de la banque, on a eu du mal à trouver une banque, un peu, parce qu'ils ne comprenaient pas. On avait des gens qui nous disaient, moi je ne vous permets pas d'ouvrir un compte ou je ne vous ouvre pas une solution de paiement parce que je n'y crois pas en votre projet. Moi je ne suis pas capable de mettre ma voiture dessus, donc je ne pense pas que ça va fonctionner. Donc il y avait des choses très personnelles en fait, au-delà des business plans, du fait qu'on ait montré qu'on avait déjà des choses qui fonctionnaient, etc. Donc on a essuyé beaucoup de plâtre. La BPI n'existait pas encore ici, il y avait encore, je me rappelle, on allait voir des gens, ils ne comprenaient pas comment, dans quelle case on rentrait. On était un peu un ovni en fait sur le territoire. Et puis, quelque part, un beau jour, donc on a eu notre contrat d'assurance. Et puis un beau jour, on arrive alors qu'on s'apprêtait à prendre vraiment un décollage. Je pense que ça devait être vers le fin du mois de mai, début du mois de juin. On savait qu'on avait juillet-août qui arrivait, on avait staffé, on avait des voitures et tout. On a commencé à avoir des demandes et je me rappelle aller à la boîte aux lettres récupérer le courrier. Je trouve un courrier de GFA Caraïbes que j'ouvre et qui me dit bonjour, voilà, mais merci beaucoup, mais on arrête de vous assurer. Et là, je tombe des nues, pas de sinistre, on a toujours payé. On n'a pas de problème opérationnel, etc. Donc je décroche mon téléphone, j'essaie de joindre quelqu'un, impossible de joindre qui que ce soit. J'arrive par le biais de réseau à voir quelqu'un qui me dit écoutez, moi je sais pas, je suis pas au courant, ça vient d'en haut, etc. Donc voilà, à voir.
On arrive à décrocher un rendez-vous, finalement 2 heures avant le rendez-vous annulé, etc. Donc on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop. Vous avez réussi à savoir ce que c'était? On n'a jamais vraiment su, mais en off, effectivement, je pense qu'on a fait du tort, on gênait. Parce qu'on est arrivé sur un secteur qui est quand même tenu par des gros mastodontes qui arrivent, et plutôt que de se dire tiens, ça peut être intéressant et on va jeter un œil, etc. Il faut savoir que chez certains gros loueurs, on a su après qu'il y avait des réunions en Carrefourly. C'est-à-dire qui ils sont, pourquoi ils sont là, comment on peut faire pour les tuer dans l'œuf en fait. Et c'était vraiment ça. Donc on s'attaquait non pas, c'est pas un petit marché, c'est des gros aujourd'hui qui pèsent beaucoup plus effectivement que nous on pesait. Et je pense qu'il y a eu quand même certaines pressions donc, qui ont fait qu'on nous a dit bon, si on pouvait éviter sans assurance, ils ne vivent pas, voilà. Donc ça, on a dû le vivre. Donc on est resté quand même 8 mois fermé. Donc vous vous rendez compte que quand on est comme ça, plein d'énergie, qu'on s'apprête à décoller et qu'on reste 8 mois fermé, on a eu tout le monde. On allait voir la préfecture, le préfet, on a vu la CTM, on a vu tout le monde, on a vu les médias, on a fait des communiqués, on est allé voir, on a vu toutes les assurances locales, toutes les assurances nationales, on a fait des assurances internationales. Quand on allait au national, on nous dit on sait faire, on le fait pour certains, mais on ne fait pas aux Antilles, ça ne nous intéresse pas. On dit, mais vous avez des filiales ici. Les filiales nous disaient, mais nous, c'est pas nous, c'est là-bas, et là-bas, ils ne veulent pas qu'on fasse ici, etc., etc. Donc on a tourné en rond jusqu'à ce qu'on fasse une action en fait, au BCT, qui est le Bureau central de tarification, qui est l'instance en fait, qui règle les litiges entre les assurés et les assureurs. Et en fait, on a gagné au BCT contre le GFA. Obligé. Parce qu'ils leur ont dit, vous n'avez aucune raison valable en fait d'arrêter d'assurer effectivement donc, la société. Pour bien comprendre, c'est sur la pression de cette instance qu'ils ont finalement accepté de vous... Il y a eu une décision de justice, entre guillemets, qui a été donnée et qui a fait qu'on l'a fait. Et pour la petite histoire, il y a eu ça, mais ce contrat, en fait, cette décision disait juste, vous avez l'obligation de leur renouveler en fait le même contrat d'assurance que vous aviez. Mais on savait qu'économiquement, le contrat d'assurance n'était pas pertinent pour nous et que l'équilibre économique n'était pas là. On ne gagnait rien sur les locations. Donc, en parallèle, on a mis, et c'est là où c'est aussi important de parler de ces problèmes quand on est entrepreneur, c'est qu'on en a parlé à beaucoup de personnes, et on a un ami, Mario Guiolet, pour ne pas le citer, qui était journaliste à RCI à l'époque, à qui on discute, et qui part à Paris, et qui va chez des amis, qui lui disent, tiens, on va dîner chez des potes qui vont s'installer en Martinique. Et il y va, et il m'appelle le lendemain, il me dit, mais tu sais quoi, tu ne devineras jamais, il me dit, j'ai dîné hier avec des gens, et le monsieur, en fait, chez qui on a dîné, qui a plus ou moins notre âge, il me dit, on parlait de vous et tout, il me dit, je m'installe en Martinique et je deviens numéro 2 de GFA Caraïbes. Et en fait, il lui a parlé un peu de nous, des problématiques et tout. Et il lui dit, mais c'est pas normal, parce que nous, c'est ce qu'on cherche, en fait, de l'innovation, des nouveaux projets, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et quoi qu'il en soit, je connais pas le dossier, mais tu leur dis que quand j'arrive et je prends mes fonctions, dis-leur de venir me voir pour qu'on s'asseye au moins autour d'une table et qu'on voit ce qu'on peut faire. Et c'est de là, en fait, qu'on a revu le contrat et qu'on a commencé vraiment, sous l'impulsion de cette nouvelle direction, à avoir vraiment des super rapports de vraiment partenariat avec GFA et qui sont encore là aujourd'hui. En fait. Et donc, avec un contrat moins léonin, on dirait. Tout à fait, exactement, et qui nous a permis aujourd'hui de faire la croissance en fait qu'on a connue, tout à fait. D'accord, comme quoi c'est très très important d'avoir des relations, des réseaux, exactement. Des échanges. C'est important parce que ça arrive au moment où on s'attend le moins. Tout à fait, exactement, et c'est aussi ça qui vous prouve que vous êtes sur la bonne voie pour un projet, parce que quand les planètes s'alignent, je dirais comme ça, on se dit c'est pas anodin, il faut pousser encore, il faut aller aussi loin que je peux effectivement dans ce projet-là. Très bien, parce que l'une des questions que j'avais pour vous, effectivement, mais vous l'avez évoqué en filigrane, c'est le fait que lorsque vous arrivez comme ça sur un terrain, il y a quand même des opérateurs traditionnels et ils se disent, oulala, ils vont peut-être nous manger le marché, ça va être un manque à gagner. Alors que si j'ai bien compris, on le voit en cette période de retour à une certaine activité touristique notamment, il semblerait que des clients qui veulent venir en vacances, des touristes, et ils ne trouvent pas de voitures, assez de voitures, etc. Il y a un manque. Et là, c'est là qu'on peut se dire qu'une structure comme Carrefourly peut aider. Tout à fait, mais nous on s'est toujours vu et on a toujours communiqué en ce sens en fait, en disant qu'on n'est pas là pour faire mal effectivement au gros du secteur. Les grosses enseignes aujourd'hui, on ne peut pas être, je dirais, en compétition directe avec eux. On savait qu'on aurait été de facto challenger pendant des années, mais on s'est toujours vu comme étant complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système consiste à faire l'acquisition massive de véhicules, alors qu'on sait déjà qu'on a un suréquipement de parc au niveau véhicules, on a des embouteillages de partout en Martinique et en
Guadeloupe. Et on se dit, si la logique consiste effectivement, en fonction du gré des touristes, à mettre des nouvelles voitures en circulation, on ne va pas s'en sortir. Donc, nous, on se voyait effectivement comme étant le tampon. C'est compliqué en fait pour un loueur d'anticiper d'une année sur l'autre quel va être le volume de touristes qui arrive, puisqu'on n'a pas la main dessus. On arrive en fin de maillon de la chaîne. C'est-à-dire qu'on prend d'abord le billet d'avion, on prend l'hébergement, et puis ensuite on pense à la voiture et aux activités. Donc, on arrive à la fin de la chaîne, en fait, entre guillemets, et quelque part, si demain il y a 1 million de touristes et que l'année d'avant il y en avait 200 000, c'est la capacité effectivement d'absorber ça. Donc on se dit, ok, le tampon il peut être fait par les véhicules des particuliers et que tout le monde ait à manger en fait entre guillemets sur le secteur. Sauf que force est de constater que les gens n'ont pas vu ça de cet œil-là, et ce qui est différent d'ailleurs de l'approche qu'ils ont eue à La Réunion, parce que Zotcar, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui nous a racheté aujourd'hui, effectivement quand eux ils se sont lancés, alors peut-être 3-4 ans après nous, certes, mais quand ils se sont lancés tout de suite, ils ont eu un loueur, enfin en tout cas des investisseurs qui avaient des pieds dans la location traditionnelle, qui se sont dit, ça c'est l'avenir de mon métier, donc plutôt que d'être en frontal, je vais les accompagner pour apprendre et voir comment je pourrais demain les intégrer à mon groupe, comprendre un petit peu quelle est l'évolution de mon métier. Donc déjà l'approche a été différente, plutôt que de se dire c'est un concurrent, il faut le tuer, c'est de se dire, tiens, c'est l'évolution du métier, comment on peut faire pour discuter et évoluer avec eux. Ça c'est déjà la première chose. Approche, et deuxième chose, par exemple, nous on a eu les pires problèmes, par exemple avec la SAMAC. On n'a jamais pu, en 8 ans, avoir une seule conversation avec la SAMAC constructive. C'est-à-dire qu'on a envoyé des courriers en disant, voilà, on est Carrefourly, on est différent des autres, on aura des remises et des restitutions à faire sur l'aéroport. Est-ce qu'on peut juste s'asseoir autour d'une table, qu'on vous présente qui on est, qu'on vous présente nos contraintes et qu'on voit comment on pourrait adapter effectivement ce que vous proposez aujourd'hui aux loueurs à nous. Fin de non-recevoir pendant des années. Et au contraire, on nous a dit, soit vous prenez effectivement le contrat comme les autres loueurs, mais qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils tiennent à ne pas rentrer, à faire rentrer des nouveaux opérateurs sur l'aéroport pour ne pas leur piquer du business. Et d'autre part, ça a été des trucs en disant, vous n'avez pas le droit de venir sur les parkings, vous n'avez pas le droit de faire ci ou de faire ça. Et moi, j'ai toujours tenu le discours de dire, attention, pour moi, il y a entre guillemets une délégation de service public. C'est-à-dire que celui qui a loué un véhicule aujourd'hui, qu'il l'ait loué sur Carrefourly, chez Tisson Location ou chez un gros loueur, il l'a loué, il arrive en Martinique. L'aéroport a l'obligation de créer les conditions qui permettent à cette personne de pouvoir, s'il a réservé légalement, récupérer son véhicule légalement. Donc je ne suis pas contre le fait de payer, je suis juste sur le fait d'organiser ça pour pas que je sois comme un illégal à se me mettre sur le bas-côté à faire... Tout à fait. Et La Réunion, c'était pareil? Et à La Réunion, eux ont eu, même si ça n'a pas été extraordinaire comme contrat ou autre, ils ont eu des accords avec l'aéroport Roland-Garros, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont sur Zot, effectivement, il y en a vraiment appliqué ça. C'est-à-dire qu'on s'est attaché à se dire, voilà, premièrement, on a vérifié est-ce que ça existe ceci avec cela. Donc on voit encore une fois en fait la capacité d'un territoire à être intelligent dans sa gestion de l'innovation ou dans la gestion de la relation par rapport à l'innovation, et de nos territoires où on voit un petit peu ça comme c'est dangereux, etc. Alors je pense que les choses ont quand même évolué un petit peu quelque part. Je ne dirais pas que c'est plus le cas partout, mais je dirais qu'il y a quand même des acteurs qui commencent à comprendre aujourd'hui, 8 ans après, heureusement d'ailleurs, que ça. Et je me dis que si nous on a pu aider à ouvrir des portes ou évangéliser un petit peu, on en est content en fait, parce qu'aujourd'hui ça rend plus facile la tâche des autres. En fait. Mais vous parliez de la Martinique là, puisque vous parliez de la SAMAC, s'agissant de la Guadeloupe, c'était pareil. C'est pareil en Guadeloupe, voilà, c'est pareil en Guadeloupe, ce sont les mêmes contraintes effectivement qu'il y avait. Alors on avait moins c'était moins frontal avec la Guadeloupe, mais effectivement on a eu les mêmes contraintes en fait. Donc c'est compliqué parce qu'on voit que quand on veut effectivement innover, quand on veut faire des choses dans l'intérêt, je dirais, de la population et même du territoire, en fait, on se retrouve à gérer des choses qui sont des choses qu'on ne devrait pas avoir à gérer, et ce côté facilitateur, entre guillemets, des institutions et des autres n'existait pas ou existe peu encore aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est dommage, en fait. D'accord. Dites-moi, mais surtout qu'après 8 ans, c'est bien ça, vous avez décidé de vendre à Zotcar de La Réunion, qui est arrivé après vous, mais qui a bénéficié, j'ai bien compris, du travail de défrichement que vous avez été amené à faire aux Antilles. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que ça faisait un moment qu'on se connaissait. Eux, ils sont arrivés après nous, mais ils sont sur un territoire qui fait en cumul Martinique, Guadeloupe et Guyane en termes de population, ce qui n'est pas la même chose en fait, parce que nous, on a eu effectivement la volonté d'être sur
la Martinique et la Guadeloupe dès le début. Ça a été compliqué de développer la Guadeloupe parce qu'on est sur un espace, on est sur une activité de volume. On est sur une activité dans laquelle, effectivement, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, il faut énormément être sur le terrain, mettre des choses, etc. Quand on est une jeune boîte et qu'on sait qu'à chaque fois qu'on se déplace en Guadeloupe, même si on avait la chance, nous, d'être tous les trois moitié originaires de Guadeloupe et de Martinique, donc on avait de la famille là-bas, mais quand on fait un déplacement là-bas, il faut compter quasiment 300 € pour le billet, il faut compter les hébergements, il faut compter des choses. Donc si vous n'êtes pas capable, chaque fois que vous faites un déplacement, de sortir entre 600 et 1000 € quand vous faites un déplacement de quelques jours, c'est compliqué et ça reste économiquement pesant sur une petite structure qui cherche à se développer. Donc on a eu du mal en fait à avoir une présence, je dirais, récurrente sur la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe a été toujours à la traîne par rapport à la Martinique en termes de nombre de voitures, etc. Est-ce que c'est compliqué? Oui, mais est-ce que c'était éventuellement lié aussi au rapport, on a parlé tout à l'heure du Martiniquais de sa voiture, du Guadeloupéen de sa voiture? Il y avait de ça, mais je pense qu'on est quand même monté sur Carrefourly en pic. Je pense que le plus gros qu'on ait eu, on a quand même eu 800 véhicules inscrits sur la plateforme en actif entre la Martinique et la Guadeloupe. Ce qui, toute proportion gardée, à l'échelle des deux territoires, est quand même très intéressant parce que lorsqu'on regarde effectivement à l'échelle de la métropole avec 68 millions de personnes et je ne sais pas combien de véhicules, ce qu'avait une structure comme Drivey à l'époque en termes de nombre de véhicules, en pourcentage, en taux de pénétration sur le marché, on était quasiment pareil, voire un peu supérieur en fait. Mais la problématique, c'est que quand vous êtes sur une activité où vous captez ne serait-ce que 2% je sais pas moi, ne serait-ce que 10, 15, 20 millions de véhicules et que vous captez 2% de 300 000 véhicules, c'est pas pareil. Donc économiquement, quand on est sur des gros marchés, c'est beaucoup plus facile en fait. Donc nous, on pouvait faire, effectivement, on n'avait pas à rougir et on a beaucoup discuté avec le fondateur de Drivey à l'époque, parce qu'on avait des bons contacts avec les autres opérateurs, mais c'est vrai qu'économiquement, en fait, c'est moins intéressant. Et c'était d'où l'idée, c'est de là que l'idée de s'associer avec... Oui, parce qu'on a fait des levées de fonds qui nous ont permis d'avoir une croissance. Alors, on a eu des coups durs, on a des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins fonctionné. Puis à un moment donné, on s'est dit, voilà, il faut qu'on change de braquet et on sait qu'il faut qu'on aille chercher encore de la croissance. Donc, il y a plusieurs options qui s'offraient à nous à ce moment-là parce qu'il fallait qu'on ait plus de services, qu'on ait plus de véhicules parce qu'on commençait à avoir de la demande. Et la problématique, en fait, de gérer le particulier c'est bien, mais c'est pas une fausse bonne idée, mais c'est compliqué en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est un loueur traditionnel, on a une flotte qui est fixe. Donc on sait que demain, quelqu'un vient nous voir en disant « je veux un véhicule ». J'en ai 10 de disponibles, les 10 sont dispo. Nous, quand on avait effectivement des particuliers, j'ai 10 voitures de disponibles, sauf que dans les 10 où ils m'ont dit que c'est disponible, quand on appelle, il y en a peut-être effectivement que 4. Parce qu'il y en a qui me diront, ouais, mais j'ai pas mis mon calendrier à jour, ou finalement c'était dispo, mais ma fille arrive, j'ai besoin de lui prêter la voiture, ou moi je sais que le marché il est à 10 € par jour, je ne peux pas proposer votre véhicule plus cher que 10 € par jour parce que le client me dira, j'ai trouvé moins cher ailleurs. Donc si le marché est à 10, je vous propose à 10. Simplement, la personne, psychologiquement et très souvent, nous disait « Ah, l'automobile à partir à 10 €, je préfère la laisser garer dans mon garage, je ne gagne pas assez, etc. » Donc, c'est pas une mince affaire, quoi. C'est pas une mince affaire. Et c'est extrêmement complexe. Même quand on avait, par exemple, des groupes qui venaient, on a été obligé, on ne pouvait pas aller voir les tours opérateurs, parce qu'on ne pouvait pas proposer un stock fixe de véhicules. On ne pouvait pas aller voir des groupes, parce que quand on a un groupe de 30 qui vient pour un mariage et qui nous dit « Moi, je viens dans 6 mois, il faut que vous ayez 20 voitures ou 30 voitures à nous proposer », je pouvais le faire, sauf qu'entre les deux, en 6 mois, j'avais peut-être des propriétaires qui avaient décidé de partir. Je ne pouvais pas allotir en fait un stock fixe de véhicules. Donc c'est toutes ces complexités qui font que là où d'autres loueurs ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent, de faire les prix qu'ils veulent, de pouvoir proposer un autre véhicule quand il y a une panne ou ce genre de choses, on n'avait pas cette latitude. Et c'est vrai que ça a freiné effectivement le développement et on a dû se poser la question de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en investissement. Donc on avait plusieurs choix, refaire une levée de fonds, mais avec les contraintes qu'on pouvait connaître, financières, etc. Deuxième chose, éventuellement se rapprocher d'un groupe local qui était déjà très gros dans la location en disant c'est une brique que vous n'avez pas et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et est-ce qu'on peut collaborer. Donc on a rencontré pas mal de groupes en local. Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Il y en a qui étaient intéressés, mais c'est un autre métier en fait, faire de la location entre particuliers et ça. Et puis on a eu Zotcar qui nous disait qu'ils songeaient à s'implanter sur les Antilles, effectivement, et on fait le même métier, on connaît les mêmes technologies, ils savent en fait gérer ce que les autres ne savent pas gérer, c'est-à-dire une communauté, les aléas de c'est disponible, c'est pas disponible. Technologiquement, ils étaient déjà avancés, on utilisait la même plateforme de paiement, on avait les mêmes procédures, etc. Donc quelque part, il a fait sens
à partir du moment où économiquement ils étaient en capacité de nous racheter, de pouvoir le faire. Et puis la question s'est posée de savoir est-ce que on conservait l'équipe, pas conserver l'équipe. Bon, je pense qu'après 8 ans, on avait tous envie plus ou moins de challenges différents. Donc il a été décidé d'un commun accord, ce qui nous a été proposé, hein, effectivement, de poursuivre, de garder la direction, effectivement, dessus. On a tous souhaité, effectivement, se dire, voilà, c'est éventuellement, on passe la main. On est content d'avoir bouclé la boucle. On est parti Carrefour, on l'a lancé avec 100 euros et 2 ordinateurs, en fait, au final, à l'époque. Et d'avoir levé, après 1 million d'euros, d'être passé à quasiment 15 salariés à un moment, avec 800 véhicules, avoir fait des levées de fonds, etc. Et d'arriver à boucler la boucle et d'avoir redonné en plus à une autre start-up qui venait de notre écosystème, l'histoire était belle, en fait. On s'est dit, on préfère, en fait, quitter sur ce beau point final en fait et savoir que notre communauté qu'on a bâtie ne va pas mourir et va rester avec quelqu'un qui connaît déjà cet ADN, c'était un peu le point final qu'on voulait donner à l'histoire en fait. Cette idée de communauté était partagée par l'ensemble des propriétaires des voitures. Est-ce qu'il y avait quelque chose comme une sorte de charte à laquelle on adhérait plus ou moins pour avoir cette idée qu'on participe de mouvements collaboratifs communautaires? On a travaillé beaucoup, on avait sur les réseaux sociaux, on s'attachait vraiment à faire des choses, on a fait beaucoup d'événements en fait en physique avec nos propriétaires pour apprendre des bonnes pratiques. On avait des propriétaires mentors, on a organisé des pique-niques, on a organisé des pots de Noël, des chantés Noël, des choses comme ça parce que l'objectif était aussi de créer du lien entre la communauté. Certains s'entraidaient. On avait une communauté par exemple à Terreville où on avait une dame qui était la doyenne du site qui avait 85 ans. Et à 85 ans, elle était sur son ordinateur à gérer. Elle avait du problème de mobilité. Donc, il y avait 2 autres propriétaires, effectivement, qui s'occupaient, quand son fils ou sa fille n'était pas disponible, de lui faire ses livraisons amicalement, en fait, parce qu'ils avaient créé du lien lors des événements. Et il y avait vraiment ce côté un peu, communauté Carrefourly, etc., que j'ai retrouvé lorsqu'on a fait la passation. C'est ce qui nous a permis aussi d'avoir, moi, au début, en montant Carrefourly, je faisais un peu tout, en fait. Donc, tous les propriétaires du début, je les connaissais, et on s'appelait par les prénoms, je les connaissais, on connaissait leur vie, on connaissait leurs enfants, on connaissait... Enfin, voilà, c'était vraiment une grande famille. Et à un moment donné, effectivement, quand on grossit, on n'a plus la latitude de connaître tout le monde et d'être en opérationnel, parce que moi j'étais président de la structure, j'étais directeur général, donc j'avais d'autres obligations, je n'étais plus en opérationnel, et je prenais toujours plaisir à venir, à voir les gens, à discuter avec eux, etc. En fait. Et si c'était à refaire aujourd'hui? Je l'aurais refait sans problème. Ça a été magnifique, j'aurais peut-être fait quelques petites choses différemment, mais je pense que c'est aussi l'expérience qui fait ça, c'est-à-dire que aujourd'hui la naïveté qu'on avait à l'époque et l'inexpérience nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait aujourd'hui, mais ce manque d'expérience nous aurait peut-être permis de pouvoir effectivement franchir des paliers un peu plus rapidement. Donc voilà, mais c'était une très très belle aventure. Voilà, moi quand je croise encore des étudiants qui me disent monsieur, je connais Carrefourly parce que j'ai fait mon mémoire, ou j'ai fait, il y a des mémoires qui ont été faits sur Carrefourly, il y a des présentations au bac, au BTS qui ont été faites dessus, on m'a appelé, on m'a envoyé des choses, il y a eu des gens qui ont été inspirés par l'histoire Carrefourly pour monter leur start-up, faire des choses. Donc on est juste très content de ça en fait. Il y a des gens qui se sont entre guillemets connus grâce à Carrefourly. Enfin voilà, il y a des belles histoires en fait en 8 ans et c'est juste magnifique en fait. Et on est super content d'avoir fait ça. C'est épuisant. C'est épuisant la location de voiture et c'est épuisant en fait de monter ça, et je pense que j'avais aussi envie à un moment donné de aussi prendre du temps pour soi en fait. C'est-à-dire que la problématique, moi ce que j'aime c'est effectivement, et on en revient un peu à ce qu'on disait au début en fait, c'est résoudre des problématiques locales en fait. C'était un peu ça en fait, c'est comment on arrive. On a beaucoup discuté par exemple avec l'ADEME quand on était sur Carrefourly, on a organisé avec l'ADEME par exemple les journées de la mobilité. Qui consistait à sensibiliser les gens sur le fait que le covoiturage, ce genre de choses, la mobilité, pourquoi aujourd'hui quand vous louez votre véhicule, vous pouvez covoiturer avec des collègues. Enfin voilà, c'est ce côté en fait, se détacher du bien matériel qui était la voiture en se disant tiens, pour arrondir les fins de mois, vous pouvez effectivement, et quand vous êtes sans véhicule, voilà, parce que ça aussi c'est une contrainte. Le réseau de transport n'étant pas bien adapté, et quand on est en métropole, on sait qu'on loue son véhicule, on sait qu'on peut prendre le bus, on sait qu'on peut prendre le métro. Voilà, c'est pas le cas. Voilà. Et on n'a pas ça, donc ce sont des contraintes logistiques. Quand on habite à Sainte-Anne et qu'on doit livrer un véhicule à l'aéroport avec tout ce que ça comprend, on a livré le véhicule, mais il faut qu'on ait une deuxième personne qui vienne nous chercher pour nous ramener à Sainte-Anne. Donc c'est de la logistique. Donc c'est aussi comprendre qu'on n'est pas sur un territoire urbanisé comme les grosses métropoles et qu'on ne peut pas faire les mêmes choses. On nous a parlé à un moment de mettre des boîtiers dans les véhicules, mais le boîtier dans les véhicules n'a d'intérêt que lorsqu'il est garé en bas de chez vous et que quelqu'un vient, il déverrouille, il repart. Aujourd'hui, si c'est pour être garé sur le parking et prendre le truc et venir, autant venir et faire le truc de façon conviviale et puis de repartir. Donc c'est toutes ces contraintes-là, en fait,
fait, qui font qu'on a dû adapter, en fait, on a été les premiers quasiment au niveau mondial à adapter en fait la location de voitures entre particuliers à l'environnement touristique. Parce que tout ce qui existait à l'époque, c'était urbain. Donc les challenges qu'on a eu à relever pour être sur un micro-territoire dans lequel le transport n'est pas développé et de développer pour le tourisme, avec la saisonnalité qu'on connaît, parce que c'est énorme la saisonnalité, c'était un gros challenge. Et lorsque vous avez contact aujourd'hui avec les autres cas, qu'est-ce qu'ils vous disent de la manière dont ça a évolué aujourd'hui? Ils sont arrivés effectivement dans une période où c'est un peu compliqué, parce qu'on est dans une période qui est pas normale, entre guillemets, parce que la crise pandémique fait que y a des impacts sur le tourisme. On a commencé à un moment en début d'année, c'est reparti, finalement on est retombé dans une période de confinement, de restrictions, etc. Donc là, ils sont assez optimistes parce que pendant ces périodes hautes, il n'y a plus de voitures, donc ça prouve qu'il y a une appétence des gens pour ça. Et je pense que mine de rien, ça a fait son chemin aujourd'hui, le collaboratif, le entre particuliers, le fait d'avoir un tourisme en fait qui a du sens, un tourisme responsable, c'est-à-dire de se dire j'arrive aujourd'hui, je veux moins gaspiller, je veux utiliser des biens locaux, je vais chez l'habitant. Et le fait d'aller chez l'habitant aussi, c'est intéressant. Celui qui a un gîte veut compléter ses revenus locatifs. On a beaucoup travaillé par exemple avec ça, sur des gens qui avaient des logements sur Airbnb, sur le Bon Coin, de dire ben voilà, si vous couplez ça avec un véhicule, les gens, ils n'ont pas d'intérêt parce qu'ils viennent chez vous. Donc, vous allez les chercher, vous leur filez la voiture, ça vous fait un complément de revenu. En même temps, la personne, elle ne se fracasse pas, en fait, parce qu'elle a tout en un. Et vous, ça vous permet d'avoir une offre qui est beaucoup plus compétitive que d'autres, en fait. Et ça, c'est intéressant. Et sur ces problématiques de la mobilité, aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, singulièrement transition électrique. Est-ce que vous pensez que c'est une donne qui pourrait être intéressante de votre vision des choses pour l'avenir? Ah mais tout à fait, je pense qu'aujourd'hui il faut organiser en fait ce réseau, c'est-à-dire où est-ce qu'on met les bornes, qu'est-ce qu'on fait, comment effectivement les gens ont la capacité de pouvoir fonctionner. On sait qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances par rapport à la voiture électrique, on a des gens, même si les voitures peuvent avoir 250 km d'autonomie, voilà, ces 250 km on ne les fait pas, surtout en Martinique, en 2 jours, donc quelque part, mais il y a encore des gens qui disent ah oui mais j'ai peur, et si je tombe en panne, et si j'ai pas, etc. Donc à partir du moment où on aura déconstruit ces schémas-là, je pense que pour des courts séjours ou autres, ça peut être intéressant effectivement de pouvoir rouler en véhicule électrique. Alors on en a eu quelques-uns sur la plateforme qui ont été poussés par certaines personnes, etc. et qui étaient très plébiscités par les voyageurs, mais il en faut plus effectivement, et nous on est aussi tributaires du marché en fait, parce que ce sont souvent des véhicules secondaires qu'on donne, donc les véhicules secondaires n'étant plus des véhicules voilà, d'un certain âge. Et puis s'il y a des demandes aussi de la part des voyageurs vers l'électrique, ça peut être aussi un boost. Exactement, tout à fait. À partir du moment où le voyageur est aussi moteur, effectivement, ça peut permettre de mettre des choses en place. Merci Yohann Selway. Je rappelle que vous avez été cofondateur de Carfully, c'est le partage de véhicules, et que aujourd'hui vous êtes à la tête avec d'autres d'Eye Consulting. Vous faites du consulting qui est un peu votre métier de départ. Tout à fait. Merci encore. Merci à vous.